Alors on va voir maintenant une dernière application du théorème de Gauss. C'est le théorème de Gauss appliqué à la boule uniformément chargée. Donc c'est une distribution volumique de charge. Et on va voir qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut relier à ce qu'on appelle le modèle de l'électron élastiquement lié, qui est une description de l'atome un petit peu plus précise que ce que vous aviez pu voir auparavant, qui est quelque chose d'extrêmement fondamental en physique aussi, parce que ça permet de comprendre comment l'ensemble de la matière réagit au champ électrique. Alors on considère une boule uniformément chargée, elle est ici, elle a une densité volumique de charge qu'on va appeler ρ, et évidemment, comme c'est une boule uniformément chargée, il y a un certain nombre de symétries intéressantes. Prenons un point M situé à une distance petit r, comme c'est indiqué là. La boule, elle a un rayon grand R, et on va appliquer ce qu'on sait des symétries de la distribution pour en déduire les propriétés du champ. Alors c'est une symétrie sphérique, ce qui fait que tous les plans qui contiennent à la fois le centre de la sphère O et le point M sont des plans π. Et la seule façon pour appartenir, donc ça veut dire que tous les plans qui contiennent cette droite, la droite OM que je viens de rater, tous ces plans-là, tous ces plans-là, donc sont des plans π, ça veut dire que le champ électrique au point M doit absolument leur appartenir. Et la seule façon pour que ça puisse être le cas, c'est qu'il faut que le champ soit radial, c'est-à-dire qu'on ait E égale ER de R. Alors, a priori R θ phi, on est en coordonnées ici sphériques, UR. Voilà. Maintenant, effectivement, on sait qu'on a invariance de la distribution par rotation d'angle θ ou phi. Je ne redessine pas ici les coordonnées sphériques, mais donc, quelle que soit la définition des angles θ et phi, on a invariance par rotation. Alors ça veut dire qu'en fait, on ne va pas avoir invariance rigoureusement du champ électrique, mais qui va avoir la même symétrie, c'est-à-dire que ici, la dérivée de ER par rapport à θ, ça sera égal à la dérivée de ER, oui, on peut l'écrire comme ça aussi, par rapport à phi, et ce sera égal à 0. Autrement dit, on est en train de chercher un champ qui est purement radial et qui s'écrit E de R, UR. Et ça, c'est le bon plan pour une surface de Gauss pas trop compliquée. On va prendre au pif une sphère. Alors, je lis, c'est une sphère. Avantage de la sphère, en tout point de la sphère, si le point M, on le place là, si le point M il est là, la normale à la sortante à cette sphère de rayon petit r, puisqu'en fait en réalité on va considérer une famille de sphères, la normale sortante donc c'est UR. Du coup, pour le flux, quand on va devoir le calculer, simplement on prendra N égale UR, et puis ça va nous suffire, donc c'est une famille de surfaces de contrôle. On calcule directement le flux. Alors le flux, ici on écrit son expression, c'est donc une intégrale surfacique à travers une surface fermée de E scalaire ds, c'est-à-dire que c'est l'intégrale de ER de R UR, on remplace par, alors c'est pas l'expression de E, mais ce qu'on sait de E en tout cas, on prend, et ds c'est UR ds. Bien, une fois qu'on a fait ça, alors le ds ici, allez, on va le spécifier. Ici, c'est donc du R dθ fois R sin θ d phi. C'est donc un élément de surface, comme on peut dessiner ici, à la surface de la sphère. Alors, quand on fait ça, alors on va faire notre produit scalaire. Ici, le produit scalaire de UR scalaire UR, comme UR est un vecteur normé, ça vaut 1. Et donc on se retrouve à devoir intégrer, alors cette fois-ci j'enlève le cercle, mais c'est toujours sur une surface fermée. Simplement on va spécifier θ, θ on varie entre 0 et π, donc les bornes d'intégration pour θ c'est 0 π, et c'est 0,2 π pour phi. On a du E de R, on a du R2, on a du sin θ dθ, et du d phi.
On a le droit de... Alors, première chose à souligner, E de R fois R au carré, ça, c'est indépendant et de θ et de φ, on ne va pas intégrer dessus, on a le droit de les sortir de l'intégrale. Donc en réalité, on a ça. Et puis, il nous reste nos deux intégrales, on va tout de suite les scinder en deux. La première, c'est l'intégrale de sin θ dθ entre 0 et pi, et ça, on a déjà fait. La primitive de sin θ, c'est moins cos θ, et on se retrouve avec un facteur 2 ici, et puis l'intégrale entre 0 et 2pi de dφ, et ça n'est aucunement un dφ, c'est juste 2pi. Voilà, et donc on se retrouve tout simplement avec E de R fois 4pi R2. Ça, on aurait pu l'intuiter dès le départ, il s'agit juste de l'aire de la sphère totale, on a juste refait le calcul. Bien, donc c'est l'air fois E de R, parce que le vecteur électrique est radial, et qu'en réalité, la normale sortante, c'est aussi UR. Maintenant, on va appliquer le théorème de Gauss, mais pour ça, il faut distinguer deux cas. Il y a le cas où petit r est plus grand que grand R, c'est-à-dire que la surface de Gauss est plus grande que notre boule, et donc la charge intérieure de la surface de Gauss, c'est tout simplement la charge totale sur la sphère. Alors, comme ρ est constante, c'est ρ fois le volume de la sphère, de la boule, pardon, et donc ça fait 4 tiers de pi r cube, grand R cube, fois ρ. Bien. Maintenant, on aurait pu faire une intégrale volumique, tout ça, mais bon, ça nous redonne 4 tiers de pi r cube. Maintenant, on prend le cas où petit r est plus petit que grand R. Ça veut dire que la surface de contrôle est contenue dans la boule. Dans ce cas-là, la charge intérieure, eh bien, c'est rigoureusement la même chose, c'est ρ fois V, mais pas le V de toute la boule, juste le volume de la surface, enfin, le volume délimité par la surface de contrôle. Je sais pas, je l'appelle V, S, pourquoi pas, parce que c'est la surface de contrôle. Et ça fait 4 tiers de pi petit r cube fois ρ. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire coïncider l'expression du flux précédente avec une de ces deux expressions en appliquant le théorème de Gauss. Si jamais petit r est plus grand que grand R, dans ce cas-là, on sait qu'on écrit donc E de R fois 4 pi R2, ça c'est le flux, est égal à 4 tiers de pi grand R cube fois ρ, le tout divisé par epsilon 0, puisque c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Ça donne tout simplement que E de R égale, alors on va pouvoir simplifier les pi, simplifier les 4, pas simplifier du tout les R, mais on va pouvoir écrire que c'est donc ρ R cube sur 3R au carré. Bon, en réalité, on pourrait aussi écrire que c'est la charge totale contenue par la sphère, grand Q, sur 4 pi, j'ai oublié le epsilon 0, 4 pi R2 epsilon 0. C'est-à-dire que pour petit r supérieur à grand R, finalement, le champ de la sphère, il est radial bien sûr, le champ créé par la boule, et il ressemble énormément au champ que créerait une charge ponctuelle située au centre de la boule et qui contiendrait l'intégralité de la charge de la boule. Et c'est cette partie-là de la courbe. Alors ici, en fait, admettons que notre rayon grand R il soit là. Là, c'est ce qui est dessiné sur ce schéma, enfin, sur ce graphe. On a E de R en fonction de R. Et c'est quand on va s'éloigner de la boule, en étant sorti de la boule, c'est là qu'on trouve une décroissance en 1 sur R2. Le alpha, il veut dire proportionnel à, et en fait, c'est le champ d'une charge ponctuelle située au centre. Là où ça change, c'est évidemment à l'intérieur. Pour petit r inférieur à grand R, quand on est à l'intérieur de la boule. On réécrit l'égalité du flux, donc E de R fois 4 pi R2, et on égalise avec 4 tiers de pi petit r au cube fois ρ sur epsilon 0. Et ça, donc ça c'est le théorème de Gauss. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne directement E de R, puisqu'il s'agit de le faire pour toute une famille de
surface de contrôle de rayon petit r. Donc quand on simplifie là encore les 4pi, par contre, donc on peut simplifier les 4pi, le 4, le pi. R2, ça vire ici, il reste juste un R. Et donc on a juste ρr sur 3 epsilon 0. C'est-à-dire que E de R est égal à ρr sur 3 epsilon 0 UR. Ça c'est le champ qui est radial à l'intérieur. Je ne l'ai pas réécrit au-dessus, mais c'est l'idée. Et ici, c'est notre E de R qui vaut ρr sur 3 epsilon 0. On peut vérifier facilement qu'en fait, il y a bien continuité, c'est-à-dire que les deux expressions au-dedans et en dehors, pour petit r égale r, redonnent bien exactement la même expression. Donc ça veut dire, et c'est important, que dans une boule uniforme, le champ est nul au centre, ce qu'on pouvait conclure pour des raisons de symétrie, mais il va croître quand on s'éloigne, et il croît de façon rigoureusement proportionnelle au rayon. On va voir maintenant comment ce qu'on vient de voir nous permet de comprendre beaucoup plus précisément, de faire une modélisation plus avancée d'un atome. Alors, pour ça, comment est-ce qu'on va décrire l'atome? On va avoir un noyau, ici, qui est positif. Du coup, on va l'appeler P, même si c'est un noyau. Et sa charge, c'est petit e. Donc on va considérer typiquement un noyau d'hydrogène pour ne pas se compliquer. L'espèce de grande boule ici, uniformément chargée, c'est l'électron. Et cet électron, comme on peut le voir sur le dessin, il n'est pas centré sur le noyau, il est centré sur le point N. Comme négatif, c'est le barycentre des charges négatives. Et la charge évidemment totale de l'électron, c'est moins E, où E c'est la charge élémentaire. Alors, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est trouver la force que le noyau qui est tellement plus lourd que l'électron qu'on peut se considérer qu'il ne bouge pas, la force donc que le noyau, non c'est pas une bonne idée, que le noyau qui est en P exerce sur l'électron, donc sur le point N, finalement, quelque part. Et donc, cette force, si on voulait la calculer, ce qu'il faudrait faire, c'est diviser l'électron, le nuage électronique, en petits volumes élémentaires d'étau. Chaque volume élémentaire d'étau, il a une charge élémentaire ρ fois d'étau, puisque ρ c'est la densité volumique de charge. Et puis, si on veut calculer la force exercée sur ce petit volume élémentaire, donc cette force élémentaire, elle s'écrit la charge élémentaire fois le champ créé par le noyau. Je vais écrire, voilà, ça c'est le champ du noyau. Et évidemment, il faut sommer sur toutes ces charges. Il s'agit d'une intégrale volumique. Et voici l'expression la plus générale de la force qu'exerce le noyau sur le nuage électronique. Simplement, cette quantité est difficile à calculer. Et donc, on va plutôt utiliser une astuce qui est tout simplement d'utiliser le principe des actions réciproques qui dit que la force que le noyau exerce sur le nuage électronique, c'est l'opposé de la force que le nuage électronique, centré au point M, exerce sur le noyau. Calculons cette force. Cette force, c'est simplement, donc de N sur P, c'est simplement la charge du noyau, petit e, fois, eh bien, a priori, si on considère comme origine du repère grand N, c'est-à-dire le centre du nuage électronique, cette fois-ci on dit que c'est le noyau qui n'est pas au centre, dans ce cas-là, c'est petit e fois le champ créé au point P par l'électron. Et ça, on vient de voir juste avant que c'était donc E fois ρ R. Alors le petit r qu'on avait finalement, donc R sur 3 epsilon 0 UR, où évidemment le UR, on va le trouver centré sur P, et c'est un vecteur unitaire comme ça, qui est dirigé par NP. D'ailleurs, petit r UR, en réalité, c'est NP.
Donc on va l'écrire plutôt E ρ sur 3 epsilon 0 NP. Alors, vous allez me dire ça fait quoi comme force? Ça fait une force a priori radiale, sauf que, et donc peut-être dirigée vers l'extérieur, qui repousserait le noyau, sauf qu'en fait ρ est inférieur à 0. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour ρ? On peut tout simplement faire le raisonnement suivant. On dit que le volume de notre sphère qui représente l'électron, 4/3 de pi r cube, où grand R évidemment c'est le rayon de ce nuage électronique, fois moins E qui est, non pardon, fois ρ qui est la densité volumique de charge, ça doit absolument être égal à moins E. Et donc ρ c'est moins E sur 4/3 de pi r cube. Et on voit bien que ρ est négatif, donc ça veut dire que la force, je vais la dessiner ici, la force que l'électron exerce sur le noyau, c'est bien une force de rappel vers le centre du nuage électronique. Maintenant, on va pouvoir calculer la force que, cette fois-ci, le noyau exerce sur l'électron. On dit que c'est moins F de n sur P. Et ça fait, si on remplace ρ par son expression, donc on a un moins, E, on a du moins E sur 4/3, 4/3 de pi r cube, ça c'est ρ, sur 3 epsilon 0 fois np. Alors le signe moins, on va directement aller le mettre sur np pour transformer le vecteur np en vecteur pn. Et puis on aura un moins E au carré sur 4 pi epsilon 0 r cube fois, donc on a dit pn. Et ça veut dire que le nuage électronique, il est en réalité, évidemment, attiré par le noyau avec une force qui est rigoureusement proportionnelle en fait à Pn, et donc à la distance, donc le module de la force est rigoureusement proportionnel à la distance qui sépare le centre du nuage électronique du noyau. Autrement dit, si jamais on appelait ça K, en réalité c'est comme si le nuage électronique était relié par une sorte de ressort, un élastique plus exactement, au noyau. D'où le nom du modèle, qui est le modèle de l'électron élastiquement lié. Maintenant, comment comprendre grâce à ça la façon dont le champ électrique interagit avec la matière et la façon dont la matière répond? Alors, ce qui serait l'objet d'un cours tout entier, mais nous on va s'arrêter là pour l'électrostatique, parce que c'est de l'électrostatique essentiellement presque dans le vide, hors des milieux. On va juste considérer dans les cours prochains les métaux, parce que c'est relativement simple à considérer, mais si jamais on imagine donc ici une assemblée d'atomes, chaque petit cercle représente un atome, on sait qu'a priori les électrons les nuages électroniques ne sont pas centrés sur les noyaux, donc chacun de ces atomes se comporte comme un petit dipôle, et donc ce qui va se passer quand on va avoir un champ E, c'est que chaque atome va avoir tendance, donc le champ E, il va bouger le nuage électronique d'un côté et le noyau de l'autre, et donc on va créer un dipôle qui va être ici aligné avec le champ électrique, et tous les autres dipôles vont aussi s'aligner avec le champ électrique. Du coup, ça sera des dipôles non nuls, ils vont générer eux-mêmes un champ électrique dont il faudra tenir compte, parce qu'il va influencer les dipôles qui sont à côté. Vous savez, c'est déjà comme ça que les dipôles s'attirent, mais donc il va falloir en tenir compte, et on a des moyens pour faire ça. Voilà. Notamment, on caractérise du coup le milieu par ce qu'on appelle une permittivité diélectrique, et elle est liée à une quantité que vous connaissez. Et pour expliquer rapidement ce lien et pour vous faire saisir toute la portée du modèle de l'électron élastiquement lié, il suffit de vous dire que si jamais on sort un petit peu du cadre de l'électrostatique et qu'on imagine un champ électrique variable, par exemple celui d'une onde associée à une onde lumineuse, eh bien, ce champ électrique variable, quand il va rencontrer les atomes, il va exciter les atomes,
Et surtout, les nuages électroniques vont réagir en fait en oscillant exactement au rythme imposé par le champ électrique. Et ce faisant, en fait, ils vont ralentir l'onde qui aura des difficultés à se propager rapidement à l'intérieur. Et donc ça, on le caractérise par un indice optique, ce qu'on appelle aussi l'indice de réfraction. Plus cet indice est élevé, plus en réalité, c'est lié à l'existence d'un grand nombre de dipôles excités efficacement par le champ électrique à l'intérieur du matériau. Et donc, la permittivité diélectrique relative, le epsilon r, là, qui traduit le fait que justement un milieu se polarise facilement, elle est très liée à l'indice de réfraction. Voilà. Tout ça pour dire que du coup, ce sera l'objet de cours plus tard, mais le modèle de l'électron élastiquement lié permet effectivement de décrire comment un atome va interagir en présence d'un champ électrique, qu'il soit statique et même dynamique.